cette stratégie gagnante, et encore une fois, c'est sur les termes de la définition de la victoire, est-ce que ce bilan humain et ce bilan matériel est une victoire pour les Iraniens? D'après leur définition, oui, cela va être une victoire. Est-ce que cette victoire, telle que les Iraniens la présentent, sera une défaite pour Donald Trump? D'après sa définition, qui est celle que l'on utilise actuellement, vous avez entendu ce mot de on dégrade, on diminue la menace militaire, c'est une victoire, ce n'est pas un échec. Euh, donc tout ça, évidemment, ce qui est en jeu, c'est la fin du conflit. Quand est-ce qu'on s'en sort? Du côté de Donald Trump, on a besoin que cette sortie de guerre soit plus tôt que plus tard. Hein, il y a, dans un autre rapport d'experts, il y avait cette phrase que j'ai retenue qui explique que c'est plus dur de terminer une guerre que de la commencer. C'est plus dur de terminer une guerre pour la commencer. Et nous en sommes là. Et du côté de Donald Trump, on peut, et c'est ce qu'il fait depuis des jours, en expliquant que on a gagné, on peut utiliser sa fameuse liste de courses pour dire, regardez, nous sommes venus, on a détruit l'essentiel de l'appareil de défense iranien, ce n'est plus une menace, on ne parlera pas du régime qui est en place, on ne parlera plus de l'uranium. De toute façon, on dira que de toute façon, tout ça a été oblitéré au mois de juin dernier, ce qui était son mot, en disant, ben, regardez, c'est une victoire. Et du côté israélien, on le sait. On sait que Donald Trump est actuellement au milieu d'une crise politique. On va regarder cet article qui a été publié par Al Monitor. On n'en parle pas souvent. Et Al Monitor, que vous compreniez, c'est un quotidien du Moyen-Orient qui existe depuis 2012 et qui rassemble énormément de sources. C'est un journal qui est lu, vous allez voir, par la Maison-Blanche. Hein, la Maison-Blanche, l'Union européenne, Harvard, l'OTAN, etc. Pas mal, Hein, la c'est liste. pas mal. Hein. Là, c'est sérieux, là, ça calme tout de suite. Hein. Ça calme tout de suite. C'est pas un quotidien grand public. C'est un quotidien qui est énormément basé sur la diplomatie et qui, d'ailleurs, parmi ses sources, a énormément de diplomates. Hein. C'est un petit peu comme le monde diplomatique, si vous voulez, en France. Et ils ont sorti cet article-là que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle Running Out of Time. Donc, ça veut dire ah mince. Le temps nous échappe, on n'en a presque plus. Le temps nous est compté. Le temps nous est compté, le temps nous échappe. Et donc, en expliquant que Israël, actuellement, est en train d'augmenter ses frappes sur l'Iran parce qu'ils savent que Donald Trump est en train de chercher une elegant exit, donc une sortie élégante. Vous voyez, le terme de victoire, de capitulation complète n'est plus utilisé. On essaye depuis quelques jours. De quoi? On l'utilise plus depuis quelques jours. On Ce full non-conditional surrender qui était utilisé par Trump en premier, après était rechangé en définition par Caroline Leavitt pour essayer de dire en fait c'est Trump qui va choisir. C'est un terme qu'on n'utilise plus maintenant qu'on s'est rendu compte que c'est pas vraiment une possibilité. Non, donc on prépare une sortie élégante du côté de Donald Trump plus tôt que plus tard. Et c'est pour ça qu'on martèle à chaque intervention de Donald Trump plusieurs fois par jour ce bilan, parce qu'on va utiliser ce bilan, ce que moi j'appelle ici cette liste de courses, on va utiliser ça pour dire regardez, on a gagné, c'est terminé. Et donc du côté des Israéliens, on est conscient de ça. Et on se dit, ben voilà, il faut utiliser cette fenêtre d'opportunité pour frapper le maximum, détruire au maximum, avant que Donald Trump décide la fin de la guerre. Alors on en est là, et donc on avance dans ce papier qui va citer des sources diplomatiques et qui raconte que, alors c'est évident, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément cet écho dans les médias américains, mais on dit, ben voilà, ce que nous voyons, hein, un Senior Israeli Diplomatic Source, donc quelqu'un qui est extrêmement haut placé dans le processus diplomatique israélien, ce que nous voyons,
c'est une période de lutte interne au sein de l'administration Trump, de lutte interne et de délibération pour savoir c'est quoi la bonne chose à faire. On ne le sait pas. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on trouve une porte de sortie élégante? Et plus le temps passe, il y a toute une série de sondages qui viennent de sortir aujourd'hui où la cote de favorabilité de Donald Trump perd de manière générale 4 points. Et il est déjà dans des records à la baisse. Donc, lorsque vous prenez 4 points, c'est un énorme impact. Et donc, c'est certain qu'avec le temps, les Israéliens le savent, c'est la deuxième option qui va être choisie. Ouais. On se dit, je pense que c'est dans cet article, on découvre que du côté israélien, on se dit, ben voilà, ça va être terminé. Peut-être il y a au total encore 2 semaines pour Donald Trump, il soit d'accord que ça poursuive 2 semaines, mais ça sera le maximum. Il veut en sortir, mais que même du côté israélien, on s'est rendu compte que la stratégie de bombarder, elle ne fonctionne pas. Il y a une division du côté israélien entre les Netanyahou et ses alliés politiques et le Mossad et l'armée qui se dit mais non, ça ne fonctionne pas. Mais regardez cette phrase: Every additional day of attack is a gift. Donc chaque jour supplémentaire où on peut les attaquer, c'est un cadeau parce qu'on sait que Donald Trump va ordonner de la fin des opérations et proclamer sa victoire. Wow. Alors évidemment, la question c'est comment proclamer une victoire si la situation dans le détroit d'Ormuz n'est pas réglée. Et c'est pour ça qu'il y a cette énorme pression pour en terminer avec Ormuz, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas utiliser uniquement sa liste de courses en disant regardez, on a détruit tout ça, si on n'arrive pas à transporter du pétrole pour Ormuz. C'est pour ça que tous les regards de l'administration sont tournés vers Ormuz. Ah, c'est très intéressant. Et donc, pour finir... Et donc, on découvre que cet extrait m'a rendu malade parce que ça fait quand même 12, bientôt 13 jours de conflit avec des victimes, des milliers de morts, des dégâts considérables, un coût financier énorme, et on se rend compte que du côté américain et du côté israélien, finalement, on n'a même pas la même définition de ce qu'est gagner cette guerre-là. Peut-être ça aurait été bien de voir ça ensemble avant de commencer la guerre. Mais donc là, on voit que l'Israël se dit pour une victoire, il faut avoir ce changement de régime en Iran. Les Américains se disent si ça se passe, tant mieux, mais on ne veut pas aller jusqu'à là. Ouais, et c'est pour ça que les Israéliens se disent bon, ça va continuer encore pendant plusieurs semaines, mais on se prépare à une décision abrupte de Donald Trump où il annonce que ses objectifs, et c'est pour ça qu'il y a eu un flou, c'est pour ça qu'on n'est pas allé devant le Congrès pour dire c'est quoi nos objectifs, parce que Donald Trump pourrait au milieu de la partie dire ben voilà, partie est terminée, j'ai gagné. Ça, c'est vu du côté israélien. Maintenant, on va aller voir, et c'est peut-être l'article le plus intéressant que j'ai lu sur ce qui est en train de se passer et qui répond à la question de l'échec, parce que vous allez voir, d'une certaine manière, on va parler des conséquences, des conséquences à long terme, parce que au-delà de ce qui est en train de se passer, une fois que chaque pays, vous l'avez bien compris, l'Iran va déclarer sa victoire, Israël va déclarer sa victoire, les États-Unis vont déclarer leur victoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va vers ça. Mais au-delà de ça, sur qu'est-ce qui va se passer après, on va assister à un rééquilibrage complet du Moyen-Orient qui, d'après ce qui se dessine, ne sera pas favorable aux Américains. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant cet article qui a été publié par Reuters, qui traite, Thomas va vous montrer la première page, évidemment je vous invite à le lire, donc en disant voilà, ce sont les Américains qui ont démarré la guerre en Iran, mais ce sont les pays du Golfe qui sont en train de payer
le prix, c'est la manière dont on le vit. Et évidemment, on pense ici à Dubaï, hein, donc par exemple, qui s'est construit, ce ne sont pas les seuls pays qui se sont construits sur cette espèce de lieu touristique de luxe où vous ne payez pas ou très très peu d'impôts. Et vous avez ce Ah. genre de questions aujourd'hui, c'est ce genre d'image qui est mis en avant et vous allez voir comment ça va venir perturber l'équilibre de toute cette zone-là. Alors je sais, évidemment, on a tous plus ou moins rigolé des vidéos des influenceurs qui ont des difficultés, mais vous allez voir comme en fait c'est beaucoup plus important que ça. Donc on va retourner dans cet article de Reuters et on va avancer dedans parce qu'il est plein de révélations. Hein, donc, par exemple, on découvre, et ils ont énormément de sources, pas qu'anonymes, parce que pour la première fois, justement, il y a cette espèce de loi du silence qui est brisée, que les pays qui sont des alliés historiques des États-Unis, hein, ces pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., sont de plus en plus en colère contre Washington, contre Donald Trump, en disant, ben voilà, cette guerre, non seulement on ne l'a pas débutée, on ne la soutient pas, et c'est nous qui sommes en train d'en payer les prix économiques et militaires, avec évidemment les hôtels qui sont visés, et entre autres parce que certains hôtels abritent des soldats américains, mais pas que. Les hôtels, les aéroports, les ports, les installations pétrolières, tout ça est visé et que du coup, ça commence à vraiment créer un poids insupportable pour ces pays-là et ça remet en question leurs alliances à court, à moyen et à long terme avec les Américains. C'est ça ce qui est le plus gênant. Intéressant. Surtout quand on voit tout l'argent qui a été dépensé. Et donc, on répète cette phrase en disant « ce n'est pas notre guerre ». Nous ne voulions pas de ce conflit. Je vous rappelle, on vous avait montré la vidéo d'un des ministres de Oman qui était aux États-Unis, qui venait de sortir d'une rencontre avec J.D. Vance, qui disait voilà, la paix est là, on y arrive peut-être en début de semaine prochaine, et 2 heures après, c'était le début de cette guerre. Et donc, c'est vraiment ce qu'on ressent en disant voilà, ce n'est pas notre guerre, on n'en voulait pas. Et donc, évidemment, on dit que l'Iran n'est pas complètement innocent non plus, c'est pas une victime, hein, c'est pas le discours qu'on tient ici, mais les conséquences, c'est un conflit dont on ne voulait pas et que seul Trump a décidé, manipulé ou pas, seul Trump l'a décidé. Donc on continue d'avancer dans ce formidable papier de Reuters et ils disent ben voilà, le problème c'est qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est la théorie du lion qui est blessé. Hein, donc, en disant, finalement, on s'en est rendu compte, on en revient vers cette question de l'échec, on s'en est rendu compte, il n'y aura pas de remplacement de régime, il n'y aura pas d'installation de la démocratie ou de quelque chose qui s'en rapproche. Il n'y aura pas la fin de la menace nucléaire. On le sait, on a compris tout ça. Et donc, résultat, on va avoir un pays qui a été agressé, qui va présenter le fait qu'ils sont toujours debout comme une victoire et qui, du coup, va se dire on va attaquer les autres pays. On a une légitimité maintenant que les Américains viennent de nous donner. Un petit peu comme quand les Américains sont allés en Irak et une des conséquences des Américains en Irak, c'est la naissance de ISIS, de Daesh. C'est la même chose. Donc, vas-y, Thomas. Donc, on voit que, en parlant d'impact, je vous ai souligné ce chiffre parce que c'est là que vous voyez l'impact économique de ces 40 000 vols qui ont été annulés tout à l'heure lorsqu'on parlait de Dubaï, en disant que finalement, la guerre pousse ces pays dans une situation économique et humaine qui est pire, en tout cas équivalente à celle de la pandémie de Covid. Et que donc tous ces pays qui ont construit une économie parallèle au-delà du pétrole sur leur tourisme, là, du coup, cette idée de se dire, voilà, venez chez nous, vous êtes en sécurité
et vous allez pouvoir avoir des vacances dans l'ultra-luxe avec des tas de compagnies, y compris américaines. Des casinos américains ont investi des centaines de millions de dollars pour ouvrir des resorts du côté de ces pays-là. Et c'est pas pour ça qu'ils ont payé des dizaines, voire des centaines de millions de dollars à Trump et sa famille Non. Pendant ces dernières années. Non, et justement, on remet en cause ce modèle-là parce que vous le savez très très bien, ils pensaient du côté de ces pays qu'ils avaient acheté via Donald Trump leur sécurité. Ouais. Et là, Donald Trump n'est pas en mesure d'assumer leur sécurité. Ce qui veut dire que le modèle de on est allié avec les États-Unis, on investit de l'argent aux États-Unis, on achète le président et son fils ne fonctionne pas. Il faut le remplacer par un nouveau modèle. Et donc, regardez ce genre de déclaration, encore une fois, publique, d'un homme d'affaires du côté, je ne sais plus quel pays c'était, celui-ci, c'est pas très grave. Et donc, vous avez à la fois l'Arabie Saoudite, et là, je pense que c'était peut-être le Bahreïn, je ne m'en rappelle plus, les Émirats Arabes Unis, en disant, ben voilà, c'est un échec complet. Cela nous met dans une position qui est extrêmement compliquée. Et regardez ce dernier paragraphe en disant qu'il y a désormais une frustration le premier voyage international de Trump, nouveau président des États-Unis, c'est vers ces pays-là. Et ces pays-là disent non, mais regardez vers le Golfe en disant non, mais aujourd'hui, nous sommes frustrés par cette décision et en expliquant que non seulement c'est lui qui a pris cette décision-là, avec qu'il y a une influence d'Israël derrière cette décision-là, de Netanyahou, de certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est que cet article revient sur le processus diplomatique en disant que à la fin, c'est un tout petit groupe de personnes qui a pris cette décision-là. Et ce n'est pas les diplomates. Ça veut dire quoi, ce n'est pas les diplomates? Ça veut dire que ce n'est pas Rubio. Ce n'est pas Rubio, ce n'est pas les habituels processus. Mais on revient là-dessus en disant que le problème, c'est que Donald Trump a choisi pour le représenter des hommes d'affaires qui sont là, qui veulent faire des deals tout le temps, l'argent, et qui ne se connaissent absolument pas en termes de diplomatie, qui ne sont pas intéressés par la diplomatie. Et évidemment, à travers ça, c'est qui? C'est Witkoff et c'est Jared Kushner qui étaient en tête de tout ça. Vas-y. Maintenant, il paye le prix. Oui, exactement. Ouais, et regardez ça, c'est exactement ce que la source est en train de dire. Ce sont des gens qui ne savent pas jouer le rôle d'ambassadeur parce qu'ils sont que des businessmen. Ouais, en nous expliquant que les décisions clés, la décision d'attaquer a été prise par un tout petit cercle autour de Donald Trump, pas les militaires, pas les diplomates, mais ces hommes d'affaires, ces deal makers, et qui n'ont aucune expérience de la diplomatie et qui du coup ont tout cassé pour espérer avoir une vie. Ils ont cru à leur victoire rapide, etc., etc. Quand on vous parle d'incompétence dans l'administration Trump, c'est ça aussi. Ce sont des gens qui sont peut-être intelligents et ils ont du succès dans le business, mais placés dans des positions où il faut avoir cette culture, vraiment... On ne peut pas juste arriver un jour et se dire « Ok, je vais voir comment trouver de l'argent et pas penser au reste ». Il y a des conséquences majeures. Et donc, la conséquence majeure, c'est que désormais, du côté de ces pays du Golfe, de ces alliés historiques, on est en train de se dire « Le système ne fonctionne plus ». De donner de l'argent aux États-Unis pour notre défense, d'acheter des armes aux États-Unis pour notre défense, ça ne fonctionne plus. Et ça, ce sont des conséquences graves pour les États-Unis. Quand ils disent qu'il faut diversifier les pays avec lesquels on travaille, ça veut dire quoi? C'est quoi les autres pays? La Chine, la Russie. Voilà, qui ont la puissance de venir faire ce genre de deal avec ces pays-là. Exactement. Et donc ça, c'est la conséquence, peut-être pour moi, la plus importante de cette opération Epic Fury.
Et donc, si vous voulez répondre à la question de est-ce que oui ou non c'est un échec, c'est un échec. Et puis, on va faire une petite pause et on va terminer cette émission, cette espèce de plongée dans ce qui est en train de se passer sur le terrain aux États-Unis. À tout de suite.